Salut à tous, c'est parti pour un nouveau Duel Time. Aujourd'hui, on va s'éclater avec du vintage récent. On pourrait même appeler ça les Young Timers. Et oui, ces superbes montres à quartz, fin des années 70, début des années 80, encore une belle époque de design où l'enjeu était la précision et pas de fabriquer les calibres les moins chers. On va regarder ça tout de suite avec Ricky dans un nouveau Duel Time. Salut Eric. Salut Xavier. Je me suis permis de t'appeler Ricky parce que avec Eric, on est en contact depuis très très longtemps, quasiment le tout début de la chaîne. Clairement, je pense avoir vu tous les épisodes. Le mec, il est trop fidèle. bon, il est trop fort. Et puis, on s'est retrouvés sur Instagram. Et là, vous avez un des comptes Instagram les plus compliqués de la planète. Je crois même qu'il y a une erreur dans la saisie, c'est à la bonne heure. Et en fait, il y a des underscores, il y en a 2 entre chaque lettre. Donc là, il faut vraiment être très très fort sur son clavier. Dis donc, t'as vu comme je les ai chauffés, les amis abonnés. Là, tu vas nous parler d'une Omega Polaris, c'est ça? Mais ouais, clairement, une découverte pour moi. Alors, les amis, on a des photos quand même d'un très très grand niveau. Alors évidemment, si je commence par montrer la mauvaise image, c'est pas grave. Il ne l'a pas vu, mais moi je l'ai vu. C'est l'une des alternatives qu'on verra tout à l'heure. Alors, Omega Polaris, bon, moi j'adore, j'aime beaucoup, ça vous étonnera pas. Ceux qui n'ont jamais vu, ils doivent se dire, qu'est-ce que c'est que ce Beans? Ben oui, mais clairement, c'est une gamme de chez Omega que je connaissais pas. Autant tu peux connaître les Seamaster, les Spin Master, les Genève et compagnie. Mais alors la Polaris, franchement, j'ai débarqué et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Et franchement, j'ai craqué direct. Waouh! Alors tu l'as découvert comment, justement? Ben en fait, c'est un concours de circonstances. En fait, j'ai un petit problème, c'est que je cherche une speed de mon année. Donc, je suis de 76. Ouais. Et Tout le monde n'est pas parfait, hein, non, Eric, hein. Bon. On a tous nos problèmes. Et donc, voilà, je furete un peu le net et je tombe sur le site Moonphase que je recommande chaudement pour tous les amateurs d'Omega en général, même s'il s'ouvre sur d'autres marques. Et je descends, je regarde, je scrolle, je tombe sur certains articles. Et là, je tombe sur un article sur la montre, l'une des montres préférées de Nicolas Hayek. Et la question, c'était, mais quelle est cette montre? Et finalement, on s'est rendu compte que c'était juste une petite Omega Polaris qui, entre guillemets, ne paye pas forcément de mine, mais qu'il portait tout le temps à son poignet au milieu de 3 ou 4 autres montres, puisque ce Nicolas Hayek portait toujours au moins 3-4 montres à ses poignets. Ah, c'était le Camelot, hein, le vendeur en chef de anciennement le Swatch Group, hein, qui au départ se nommait différemment. C'est une montre qui est quand même très particulière parce que là j'ai fait une petite fiche qui synthétise tout ça. Elle est du milieu des années 80 à peu près. Elle est en 32 mm, elle est en titane, elle a cette espèce de scarification tatouage plaqué or. C'est du jamais vu, ça. Ben écoute, c'est ça qui m'a étonné, c'est que c'est un design que je connaissais absolument pas. Et puis après, tu vois, je lis l'article et je me rends compte qu'en fait, c'est Genta qui l'a designé. Techniquement, c'est un truc de fou. Du titane mélangé avec de l'or, un produit ultra fin, en tout cas dans la version quartz. Il y a des modèles automatiques. Ouais, il y a des modèles automatiques, il y a des chronos. En fait, c'est une gamme qui a été diffusée de 82 à 95. Ouais. Et finalement, écoute, en 13 ans, j'en ai jamais entendu parler. Et je trouve qu'elle a été vraiment un petit peu sous les radars, tout simplement. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais c'est un truc mais elle est géniale parce que elle est un petit peu atypique,
méconnue, donc il m'en faut une. Mmh. Voilà. Je reviens sur le Desire Genta, ça fait partie des modèles où effectivement Gérald Genta a longtemps travaillé chez Omega. Hein, de façon certaine, il y a la Omega Constellation Paipan, hein, avec on va dire ces tranches de gâteau qui donnent au cadran de cette constellation un look très particulier. Je me demande si celle-ci fait pas partie non pas des théories non avérées, hein, mais des suppositions comme quoi il pourrait l'avoir dessinée. Notre ami Tran sur Moonphase, hein, vraiment effectivement, qui est un superbe blog de passionnés, très Omega, effectivement. Il présente ça comme étant une information validée, vérifiée. Écoute, j'ai pas... De la façon dont ça a été tourné, pour moi, il n'y a pas de doute. Après, j'ai pas assez d'informations pour être sûr, hein, mais je mets pas en doute les infos de Moonphase qui vraiment est un super site. Hein. Ouais. Non, mais moi non plus. Hein. C'est juste qu'il y a tellement de modèles, si tu préfères, qui lui sont attribués, qu'il y a quand même un certain nombre qui ne le sont pas, en fait. Hein. Tu vois. Alors, tu l'as acheté il y a combien de temps ? C'est comme les peintres dans le temps. Hein. Ouais. T'avais les copieurs ou les assistants, quoi, qui étaient sous les ordres du maître. Voilà, tout simplement. Tu l'as acheté il y a combien de temps ? Ça doit faire 2 mois maintenant. Ah, c'est super récent, alors. Ouais. Alors, tu l'as acheté il y a 2 mois, mais t'es tombé dessus il y a combien de temps ? Mais écoute, il y a 2 mois et demi. Ah bah oui. Okay. Non, mais en fait, quand j'ai un modèle en tête, je mets tout pour y arriver, quoi. Et donc, direction eBay, parce que j'aime bien eBay. Ouais. Et mots-clés, Omega Polaris. Et là, tu tombes sur quelques enchères, quelques annonces. Ouais. Et clairement, là, je suis tombé sur une annonce enfin, c'était une enchère en cours d'un revendeur allemand. Oui. Et qui avait excellente presse, enfin excellents avis, un professionnel. Oui. Et donc alerte, dernière enchère, enfin la date et tout. Et 5 minutes avant, tu postes ton enchère. T'attends fébrilement que ça passe. Et puis quand tu l'as, t'es content, quoi, tout simplement. Et donc, roulement de tambour, les amis, non pas le roulement de tambour, mais un petit coup de trompette. Tu l'as acheté à combien ? 430 plus les frais de port, 480, quoi. Ah ouais, non mais ça c'est fabuleux, ça. Non mais c'est des coups de fusil, comme je dis. T'as fait une super opération. Clairement. Ouais. Ah oui, elle a été révisée cette année, elle est mint, hein, elle a quasiment été jamais portée. Donc je suis ravi, quoi. Ouais, c'est ce qu'on voit typiquement, parce que tu imagines bien, ou à la limite tu imagines pas, mais peu importe, mais c'est le genre de modèle que je regarde, mais qui a un tout petit défaut pour moi, c'est que 32, hein, elle est en 32 celle-ci ? Tout à fait, ouais. Ouais, 32 mm, c'est un petit peu petit pour moi. Moi, je n'ai ni le poignet de rat, ni le poignet de Thanos, tu vois. Et à la limite... Moi, j'ai le poignet... Ouais. Toi, tu as le poignet de rat ? Moi, j'ai le poignet médium, moi. Tout passe. C'est génial. Purée, la vie est vraiment injuste, les amis. C'est pas possible, là. Tu nous as envoyé une superbe photo avec un vieux Canon argentique. Ouais, clair. C'est un Canon AE1 ? Alors, c'est le Canon de ma femme. Ouais. Parce que ma femme est photographe. Alors, pour te dire les références exactes, j'en sais rien. Ouais. Mais je suis fan de vintage, donc forcément, une petite photo avec un vieil appareil, c'est trop cool. Quoi. Tu sais pourquoi je te branche sur le Canon AE1 ? Vas-y. Parce que, à l'époque, hein, ça ne nous rajeunit pas, mais vous allez voir le lien, c'était le grand joueur de tennis américain ou australien, je ne me souviens plus, John Newcombe, qui faisait la pub pour Canon. Et forcément, qui dit tennis, si on se dit, mais quel est le sportif qui a été ambassadeur d'Omega, ou en tout cas qui a beaucoup porté ce modèle-là, c'est bien évidemment la légende John McEnroe. Clairement, Big Mac. Et ouais, Big Mac, et voilà, avant Gignac à l'OM qui mangeait trop et qui avançait pas sur le terrain, on avait Big Mac, le teigneux par excellence. Il était super ce mec-là. Ouais, il était bien. Alors justement, maintenant, après ce petit passage historique pour les amateurs de tennis, il y en a quand même beaucoup, hein, des Polaris. Il y en a avec cadran or, cadran blanc, cadran noir, chrono,
insert LCD, enfin ça part un peu dans tous les sens. Toi, c'était celle-ci, c'est-à-dire la plus, on va dire, la plus simple, 3 aiguilles date que tu voulais? Ouais, clairement, parce que à la limite, tu n'aurais pas eu de date, ça aurait été encore mieux. Mais l'avantage, c'est que je peux changer la date facilement, donc ça, c'est cool. Ouais, les chronos, forcément, non, ça m'intéressait pas forcément. Je cherchais vraiment une petite montre très fine, très légère, et puis surtout avec le design, avec les inserts en or, quoi. Et en plus, il existe une version avec le maillon central sur le bracelet en or, et Oui. là, je trouvais que ça claquait un peu trop. Donc là, le biton, c'est cool, mais il y a des limites. Et là, si tu veux, là, je l'ai entièrement titane et elle me va, mais Ouais. elle est parfaite, là. Ouais. Alors, j'ai une question pour toi, justement. Donc, elle est en titane, donc elle est de ce point de vue-là probablement très légère. Extrêmement, ouais. Ouais. La partie dorée, je l'appelle Ouais. dorée, mais en fait, elle est dorée ou elle est en or? Elle est en or. Ah ouais, donc tu as du gold au poignet, quoi. J'ai du gold au poignet, ouais. Ça claque, ouais. Mais sauf que l'avantage, c'est que c'est brossé. C'est même, à la limite, je sais même pas si c'est brossé, c'est un peu microbillé. Ouais. Elle est très mate, satinée, et en fait, elle claque pas au soleil, quoi. Elle est assez discrète, et c'est vraiment le modèle. Si tu veux, c'est comment t'expliquer? C'est l'aspect vraiment un peu technique de cette montre-là qui me plaît. C'est comment chez Omega ils ont réussi à insérer un motif en or comme celui-ci dans un boîtier en titane. Ouais, intéressant. C'est un peu le secret qui est un peu gardé et c'est vraiment des recherches qui ont dû être faites Ouais. parce qu'il ne faut pas non plus polir à balle un boîtier comme ça pour que ça soit nickel parce que l'or ça vaut du blé quoi. Hein. Donc, Ah bah oui, ouais, ouais, c'est clair. C'est ouais. clair. Ce qu'elle dit aussi, hein, cette montre, c'est quand on la regarde comme ça, elle a un côté tribal, un peu comme s'il y avait un visage tatoué dans le Pacifique Sud. Non mais, Peut-être, ouais. ouais, non mais Ouais. chacun, tu sais, c'est un peu comme le papillon de recharge, quoi, tu vois. Chacun voit ce qu'il veut là-dedans, mais ça ne ressemble absolument à rien d'autre de ce Mais qui a été proposé sur le marché à cette époque-là. c'est exactement ce que je recherchais. Si tu veux, j'adore les montres, j'aime tous les designs, enfin énormément de design. Par contre, mais quand tu tombes sur des pépites comme ça, mais tu dis mais attends, mais c'est complètement atypique, ça ressemble à rien. Et c'est ça qui est chouette. C'est le charme du vintage. Aujourd'hui, c'est la réflexion que je me faisais quand tu sors, quand tu écoutes quand tu regardes les nouveautés qui sortent mensuellement. Bon, il y a quelques nouveautés, mais quelqu'un qui est en attente d'une montre, qui veut s'offrir une montre, mais qui aille directement dans le vintage, mais tu as 100 fois plus de choses à disposition, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Ah bah, c'est clair que s'agissant du choix, c'est bien différent. Et là, je trouve que ça dit également autre chose. Ça montre, et là pour le coup, c'est l'amoureux de la marque Omega qui parle, les délires les plus aigus qu'il y avait chez Omega à cette époque-là, qui a, c'est assez documenté toute cette histoire, hein, mais qui a failli tuer la marque en fait, tellement ça partait dans tous les sens. Et je vous invite, les amis, Eric, bon, je vais te dire si tu veux te faire un cadeau de Noël, hein, mais c'est super dur à trouver, voire introuvable. Il y a le bouquin Omega Voyage dans le temps, qui est en interne chez Omega qualifié de la Bible, et que j'ai eu la chance inouïe avec un abonné de la chaîne d'en trouver un, où tu as quasiment toutes les références d'Omega, de leur création jusqu'à la date d'édition de ce bouquin qui était en 2013. Et donc je l'ai consulté là pour préparer cet épisode, et effectivement il y a toute cette série de Polaris divers et variés qui sont proposés, et là on se demande bien comment ils ont pu passer par là, là où on les a. Ça c'est une Seamaster entre guillemets, et vous voyez bien qu'une Seamaster comme ça, je sais pas ce que t'en penses Eric, mais ça a absolument rien à voir avec une Ploprof. Absolument rien à voir avec une Seamaster 300 d'aujourd'hui, ni en termes de design, ni en termes de look, ni en termes de fonction, quoi. Ben, tu t'enlèves Seamaster, ça choque personne, quoi. Bah oui. Ouais. Mais c'est exactement ce que tu disais. J'ai l'impression que Omega a vraiment été décomplexé par le design, quoi. Je connais pas d'autres marques. Moi, je suis qu'un petit amateur, je connais vraiment pas grand-chose, mais
qui a osé autant de designs différents dans les années 80 ou même 70. Je vois ton asymétrique que tu as présenté récemment. C'est un truc de fou, quoi. Ouais. Ils osaient vraiment, quoi. C'est clair. Venons-en sur un sujet intéressant aussi. Comme tu es un fan de vintage, et vintage ne veut pas dire dans l'horlogerie que l'horlogerie mécanique. Là, on est sur un calibre Omega à quartz, le 1441. C'est la première fois que tu t'achetais une montre à quartz, une vintage Non, à quartz. C'est quoi la logique? En fait, j'ai aucun problème avec le quartz. Le quartz, pour moi, ça fait partie de l'horlogerie. Certes, évidemment, je préfère les mécaniques, mais aujourd'hui, t'as trop de design sympa présenté en quartz. J'ai une Certina électrique, j'ai une Bulova à diapason. En fait, la mécanique qui est à l'intérieur m'intéresse si elle représente un moment de l'histoire de l'horlogerie. Et le quartz en fait partie. Bah, clairement. Voilà. Clairement. Ça, c'est, je pense que là-dessus, on a exactement le même point de vue. Moi, ce que je vois, je ne sais pas si c'est ton cas, je chine comme toi, je regarde à droite, à gauche. J'ai l'impression que ça me donne encore plus envie d'en acheter une que par le passé. Tu vois, cette discussion qu'on a sur la Polaris. Il y a les tarifs. Clairement, le quartz des années, je vais qualifier 75 à 85, pour ratisser large, c'est-à-dire vraiment une époque où le sujet était encore la conquête du temps. À partir de 85, l'horlogerie mécanique, elle était morte. Hein. Donc ça lui a pris 10 ans derrière pour se repositionner grâce à Nicolas Hayek sur l'objet de luxe, l'objet désiré, etc. C'est vraiment une période qui est intéressante. Les prix sont en train de s'envoler. Là, je suis super content pour toi que tu l'aies touché à moins de 500 balles. Quoi. Mais clairement, et je pense que là, tu vois, on parle de quartz, mais là, je vais parler design. Et pour moi, le biton, le doré, les gars, si vous avez des montres en biton doré, gardez-les, parce que pour l'instant, vous avez l'impression que c'est des nanars, mais vous allez voir, dans 4-5 ans, ça va flamber ce genre de montre, parce que les modes tournent, les modes reviennent, et on n'invente rien de toute façon. Tout reviendra. Et les Breitling un peu passées actuellement, conservez-les, parce que à un moment ça va revenir, c'est clair. Ouais, bien sûr. Là, de toute façon, ça dépasse l'horlogerie. De toute façon, ce qui est considéré comme affreux et dégueulasse, dans 20 ans, ce sera le truc le plus branché. Justement, en termes de conservation, justement, et en termes d'intérêt, tu as dit que tu avais une Bulova à Cutron, donc à diapason. Probablement ta Certina également, elle est avec un calibre ESA, mais qui tourne avec le brevet Bulova. Comment tu les fais entretenir? Comment tu changes les piles? Comment tu t'y prends pour gérer tout ça? Alors, j'ai eu la chance, enfin ça a été un déclic, j'ai fait la formation Objectif Horlogerie à Paris, qui a franchement été un pied à l'étrier, on va dire. Donc, à mon très très humble niveau, j'ai mon petit atelier avec des petits outils, des trucs comme ça. Donc, changer une pile, changer quelque chose, pour moi, c'est... Je me lance, et j'ai pas peur. De toute façon, je me dis, faut oser, faut y aller, faut mettre les mains dedans, et au pire, tu descends chez ton horloger et puis tu lui expliques un peu ta problématique. Mais sincèrement, un petit entretien de montre en quartz, changer une pile, pour moi, ça va. Ouais, mais quand ça part en sucette, par contre, t'as des tuyaux, t'as des adresses? Ou c'est pas encore parti en sucette pour l'instant? Je m'excuse, tu dis? Comment? Tu disais? C'est pas encore parti en sucette? T'as jamais eu besoin? Non, pour l'instant ça va. Mais de toute façon, quand je le sens pas, je le sens avant quand ça va pas aller. Donc je me dis, hop, tu t'arrêtes, et puis là tu descends chez l'horloger et t'es bien content d'avoir ses services, quoi. Ok. Et ça se passe très très bien, quoi. Ok. T'es pas en train de taper sur ton bureau là où non, je fais rien du tout. On entend un pop-pop. Ok, écoutez, c'est peut-être en fait ton Omega Polaris qui tourne bizarrement. Mais non les gars, ça c'est une blague à 2 balles. Franchement,
Bon, bah, évidemment, moi j'aime cette cam, etc. Pour un petit poignet ou un poignet intermédiaire, on va dire en 32, c'est vraiment très très sympa. Et je suis assez d'accord avec toi. Je pense que le Biton, s'il n'est pas trop flashy, ça va bien revenir. Et à ce titre, figure-toi, mon cher Eric, que je suis en discussion avec un potentiel invité qui pourrait venir avec une GMT Master 1675 dite root beer, c'est-à-dire la Biton Clint Eastwood. Ça, ce serait pas mal dans Petite Montre entre amis. Hein. Bah, clairement, ça c'est du lourd. Hein. Bon, les amis, vous avez compris qu'on se régale avec Eric et sa Omega Polaris en titane. Alors, figure-toi, je t'ai concocté maintenant, on va passer à la seconde partie, je t'ai concocté 4 alternatives à quartz de chez Omega, peu ou prou des mêmes générations. Et là, on va continuer dans le délire aigu de chez Omega pour découvrir des choses plutôt intéressantes. Tu connais la mécanique, je te présente 4 modèles, tu les notes de 1 à 10, et puis après, tu nous dis quel est celui que tu préfères. Et vous, les amis, si vous n'êtes pas abonnés, c'est le moment de le faire. Vous pourrez voter et puis commenter dans cette vidéo pourquoi vous avez voté pour tel ou tel autre. Mais pour voter, il faut aller dans l'onglet communauté de la chaîne. Eric, tu es prêt pour la première alternative? Carrément. Alors attention, on démarre avec une Omega Marine Chronometer, et là avec un calibre à quartz très particulier, qui est un calibre à 2,4 MHz, là où on n'est pas du tout à cette fréquence-là sur un quartz classique, dont la tienne qui est à 32 kHz. Qu'est-ce que tu en penses de ce modèle? Elle est super. Est-ce que tu l'avais déjà vu celle-là? Non, mais c'est ça qui est chouette chez Omega, c'est que, et tu vois, tu me montres un truc que je connais pas. Et aujourd'hui, la collection est complètement folle. C'est génial. Et là, je suis ravi. Là, j'en prends plein les yeux. Là. Alors, figure-toi qu'elle s'appelle Marine Chronometer parce qu'elle détient encore aujourd'hui, en termes de certification, la plus grande précision pour une montre bracelet. Tu vois, on est en 76. Pourquoi je parlais de la fréquence du calibre, hein, puisque la fréquence du quartz, c'est 32 kHz. Et ça a été, c'est devenu avec le temps le standard du quartz. Et ça, c'est une innovation de Girard Perregaux, le quartz à 32 Hz, qui est celui qui combine la meilleure précision, la consommation d'énergie la plus faible, et vraiment un bon couple de ce point de vue-là. Mais ça n'a pas toujours été comme ça, et Omega a fait beaucoup de méga quartz avec différentes fréquences, et celle-ci tourne à une fréquence absolument astronomique, avec un look délirant. Et puis j'ai maquillé le numéro de série qui apparaît juste sous le cadran. Tu vois, et ça, c'est une montre qui est très très prisée. Il y en a eu peu sur le marché, et pour le coup, c'est une tannée à entretenir. Voilà. Mais on est là quand même plus sur le look, hein, et le style, parce qu'on ne peut pas manipuler la montre. Combien tu lui mettrais de 0 à 10, Eric? Celle-ci, est-ce que je me garde une petite marge ou pas? J'en sais rien. Mais là, ouais, tout y est là. Hein. Franchement, elle est nickel. Elle fait 32, 55. Ouais, franchement, un bon neuf, largement un bon neuf. Ouais. On démarre très très fort, les amis, avec cette Omega Marine Chronometer de la gamme, tu vois, Constellation. On le voit en petit. Quel est le rapport entre cette constellation et celle que j'ai, dont tu parlais, dite D-shape, c'est-à-dire asymétrique? Franchement, à part le nom, ça n'a absolument aucun rapport. Ah bah ouais, mais c'est ça la beauté d'Omega. Alors, attention, alternative numéro 2. Là, c'est un modèle qu'on a déjà vu dans Petite Montre entre amis. Une Omega Seamaster 120 dite Jacques Mayol. Ouais, bah, tu vois, j'ai bien fait de garder un peu de marge. Hein. N'importe quoi, mais vraiment, mais tu m'achèves là, c'est fou. Donc là, on a un boîtier, un bracelet intégré avec des mailles type Audemars Piguet. Ouais. Là, pour le coup, hein, où était Genta à cette époque? Est-ce qu'il était bossé encore avec Omega? On ne sait pas trop. Non, mais là, il est parti en vacances, là, je crois.
Qu'est-ce qui te plaît dans cette Non, mais montre? mais je la surveille un petit peu. Là, c'est quand même. Si je pouvais en toucher une, ça serait chouette. Mais là, ça grimpe très très vite actuellement au niveau du budget. Ouais. Et, non, elle est vraiment super. C'est-à-dire elle est pas trop grande. Et puis déjà, Jacques Mayol, pour ceux qui connaissent un peu le Grand Bleu, bah ça cause. Et non, elle est extraordinaire. Elle a le bracelet intégré, le protège-couronne qui est vachement proéminent. Donc, je lui donne vraiment un. Et puis, elle est vintage, quoi. Et puis, elle a une patine, celle-ci, laisse tomber, quoi. Elle est super. Ouais. Il y a un équilibre entre les index, là, les index de la lunette, les index des heures, des minutes. Ça donne une géométrie qui est quand même sacrément réussie. Tout ça parfaitement aligné. Combien tu vas lui mettre de 0 à 10, Eric, écoute, à ce rythme-là, on va finir à 12. Alors, bon, est-ce que je me regarde un peu sous le coude? Non, allez, je lui mets 9,5. 9,5. Tu sais que pour l'instant, on est de très très loin sur les plus gros scores, Eric. C'est normal, on a de la cam absolument fabuleuse. Alors, une troisième pour la route, hein, je vous ai dit, c'était une spéciale Omega Quartz. Là, on a une Omega Constellation Marine, calibre 1332, début des années 80. Et figure-toi que celle-ci, c'est la mienne. Ah, cool. Voilà. Alors, là, j'aime un peu moins. Mais bon, par rapport à ce qu'on a vu précédemment, forcément. J'aime beaucoup la couronne, on dirait un peu, tu sais, une barre de bateau. Enfin, ça me fait penser à ça. Dans la lunette, tu veux dire? Oui, pardon, la lunette, excuse-moi. Oui. Le bracelet intégré fou, ressemble un peu à ma Certina. Là, bon, elle est top. Hein. Je peux l'avoir, j'hésite pas une seconde. Là, je mettrais juste un petit 7. Un petit 7 seulement. Aïe. Là, tu fais tout pour m'énerver. Hein. Tu sais que c'est ultra plat. Hein. C'est le calibre Quartz 1332. Et là, on ne le voit pas, mais à 10 heures, à 2 heures, 14 heures, donc, tu as un petit bouton qui te. Donc, tu tires ta couronne, tu as un stop seconde. Tu as un petit bouton qui te fait tourner les aiguilles comme ça, et hop, tu règles super précisément. Donc, tu as vraiment une approche du réglage du temps qui n'a rien à voir avec un mouvement mécanique, ce qui est assez logique. Et on reste toujours sur la gamme Constellation, donc la même gamme que la toute première, la Marine Chronometer que tu as vue tout à l'heure. Donc là, on est sur un 7 sur 10, les amis. On enchaîne avec la dernière alternative. Alors là, on touche à un domaine du vintage qui commence à piquer en termes de prix, qui peut être discutable. Moi-même, je ne sais pas quoi en penser. Je te chauffe, hein, Eric. Là, nous sommes sur une Speedmaster professionnelle. Voilà. La Moonwatch à quartz LCD. En fait, le truc là, j'aime bien, mais j'ai peur que là, même si elle est historique, hein, elle doit avoir un passé de fou, là tu vas payer un peu la marque. Bon, je m'entends par là, l'affichage n'est pas gueudin, elle n'est pas fou, le boîtier est fou, le boîtier est sympa, le bracelet doit être très bien, t'as plein de petits boutons, c'est cool. Elle doit être certifiée Moonwatch, enfin tout le truc quoi. Mais ouais, moi je peux craquer pour un truc comme ça, mais je mettrais pas une somme folle là-dedans, c'est clair. C'est clair. Bah là, t'es largement au-dessus des 1000 ou des 1500 euros déjà. Hein. Ouais. Bah ouais. Mais c'est un engouement. C'est marqué Omega, c'est marqué Speedmaster. Donc forcément, tout de suite, ça cause quoi. Mais comme tu dis souvent, là, enlève-moi la marque, enlève-moi le Speedmaster. Finalement, je suis pas convaincu. Ouais. Elle est très chouette, hein, mais il y a beaucoup de lectures sur le cadran. C'est un peu confus. Non,
J'aime bien, mais c'est pas dans les quatre, ça sera clairement pas ma favorite. Hein. Ouais. Il y a beaucoup de questions à se poser là-dessus. C'est vrai qu'à partir du moment où il y a le logo Omega et qu'on regarde un petit peu les anses du boîtier, on voit clairement qu'on est sur un boîtier Omega. S'il n'y avait pas le logo Omega, on se poserait probablement pas la question sur le boîtier, donc il n'y aurait pas de logique de filiation. Voilà. Hein, et puis là, pour le coup, il y a quand même on n'est plus dans le domaine pour moi, de la conquête du temps, puisque là, on est sur un affichage LCD, donc on est sur la production de quelque chose, probablement avec des beaux matériaux, s'agissant du boîtier, du bracelet, etc. Mais avec une logique où le sujet, c'est d'avoir un prix de revient le plus faible possible, s'agissant de la partie électronique. Et là, pour le coup, je trouve qu'on change de sujet d'un point de vue vintage. Et là, c'est vrai que probablement qu'on paiera très cher, très cher la marque. Là, c'est-à-dire que tu sors la même en termes de look chez Texas Instruments. C'est exactement ça. Tu vois, chez Timex, tu divises le prix par 25. Mais d'un autre côté, Eric, est-ce que c'est pas déjà le cas aujourd'hui? Je ne sais pas si tu as vu il y a quelques semaines Maxime, hein, d'ailleurs Maxime de Xalam Strap. Les amis, si vous êtes intéressés par des bracelets sur mesure, c'est le moment d'aller jeter un œil sur son site, mais qui est venu raconter et présenter en fait ces diverses Yema Superman vintage, étanches à 300 mètres. Qu'est-ce qu'elles ont de moins d'une Submariner? Bah, je ne sais pas ce qu'elles ont de moins, mais en tout cas, en termes de prix, c'est un ratio de 1 à 10. Ouais, c'est juste que c'est pas marqué Submariner dessus, quoi. Voilà. Non, mais donc au final, si celle-ci, par exemple, est à 1000 balles ou à 1500 balles, et que tu as la même en Texas Instruments ou Timex à 150 €, bah, l'écart est toujours le même entre le message que véhicule une marque de renom et le message que véhicule une marque de plus petit renom, quoi. Clairement. Là, tu payes une renommée, tu payes une histoire. Après, pourquoi pas? Écoute, elle fera très bien l'affaire pour un collectionneur de Spin Master. Hein. et le gars va foncer, et il aura raison, parce qu'elle fait partie de la gamme. Combien mais de toute façon, on voit midi à sa porte. Hein. Tout le monde voit midi à sa porte. Et moi, c'est clair. Il n'y a aucun souci. Le mec, la personne qui souhaite s'offrir ça, il faut y aller à fond, quoi. Combien tu lui mets à celle-ci? À celle-ci, écoute, je lui mets un 6,5 parce que bon, c'est trop cher pour ce que c'est, franchement. Voilà. Donc on est sur un 6,5, hein, je l'estime entre 1000 et 1500 €, les amis. Peut-être que c'est plus cher, peut-être que c'est moins cher. En tout cas, ça m'étonnerait parce qu'il y en a des beaucoup plus simples, des Omega LCD qui partent déjà à 1000 balles, même dans les ventes aux enchères. Tu vois, donc c'est quelque chose qui est pas évident. Alors, on va récapituler hein, pour tout le monde, les amis. Donc, vous avez l'option, vous, les abonnés, de voter soit pour la Omega Polaris en titane et en or de 32 mm, celle de Eric. Hein. Donc, ne votez pas pour le Canon qu'il y a derrière. D'abord, ce n'est pas le sien, hein, c'est celui de sa femme. Et puis, quand bien même vous votez pour la montre qui gagne, de toute façon, vous ne la gagnez pas. Alors, première alternative, nous avions la Omega Marine Chronometer avec un calibre exceptionnel, un niveau de certification et de précision hallucinante. Et là-dessus, tu as démarré fort avec un 9 sur 10. Clairement. Puis, je maintiens. Tu maintiens? Ben, c'est parfait. Ah, clairement. Nous avons la Omega Seamaster 120, comme la Polaris, hein, étanche à 120 mètres. Avec un fond clipsé, hein, souvenez-vous les amis, on avait eu la venue de Alexandre qui venait avec cette montre-là. Et là, tu as failli t'évanouir, hein, Eric. Hein, donc, on est à 9,5 sur 10. Ouais. Après, nous avons une Omega Constellation Marine, beaucoup plus sobre, où tu as mis seulement, je trouve, un 7 sur 10, puis une Omega Speedmaster Professional à quartz, mais on va dire à LCD. C'est plus ça qui la caractérise. Et là, nous sommes à un 6,5. Eh bien, écoute, la moralité, c'est que tu viens de décider que celle que tu préférais était la Jacques Mayol. Ouais, clairement, ouais.
Ouais, et plus je revois la Marine Chronometer, et plus je me dis que ça sera l'une des deux. Hein, mais la Marine Chronometer est vraiment folle, hein, et elle me plaît vraiment. Autant l'Omega Jacques Mayol est très très cool, par contre, elle est plus commune en termes de look. Autant la Marine Chronometer, là, c'est carrément ma cam, quoi. Il faut absolument que... T'as déjà des montres rectangulaires ? Ouais, j'ai une 112, une sorte de mini tank, je suis très très content. Ouais, ok, parce que c'est plus compliqué quand même à porter, hein, ça devient très vite grand. Ouais, oui, je vois 55, c'est quand même assez costaud. Ouais. Je pense que ça, là pour le coup, hein, sur la Jacques Mayol, on est à plus de 2500 € déjà. Hein. Une Marine Chronometer, c'est tout aussi cher. Et là pour le coup, si ça marche pas, là ça devient plus compliqué parce qu'on est vraiment sur de la technologie qui a disparu. Tu vois ? Ouais. Autant, voilà, faire réparer ça, c'est compliqué, quoi. Voilà. Mais bon, si un jour tu as besoin, tu me contactes, et j'ai tissé quelques relations quand même au travers le monde et l'Europe maintenant, avec tous ces trucs électroniques que je peux avoir, qui font que tu as toujours quelqu'un qui sait te faire fonctionner ce type de choses. Et ben voilà, hein, on en a terminé, et on vient d'élire la Omega Seamaster 120 Jacques Mayol. Les amis, c'est à vous de jouer pour dire quelle montre vous voulez élire. Et c'est très simple, il faut aller dans l'onglet communauté sur la chaîne YouTube Dailicious. Eric, merci beaucoup. Je t'en prie, avec plaisir, c'est moi. Je pense qu'on s'est quand même régalé, les amis. Vous avez compris que Duel Time était, de tous les programmes de la chaîne, celui qui avait vocation à nous faire découvrir des modèles, sortir des sentiers battus, essayer de dépasser nos certitudes, nos petits problèmes personnels. Ah, ça ressemble, c'est ci, etc. Vous connaissez mon point de vue, et là-dessus, je suis sûr que Eric va être d'accord. Toutes les montres se ressemblent, puisqu'elles ont des aiguilles, elles sont souvent rondes, il y a souvent un guichet d'âme, donc à partir de là, voilà. Donc, s'il vous plaît, préoccupons-nous de l'émotion que cela nous donne, et pas est-ce qu'elle ressemble à la cousine du beau-frère, du belle-sœur, d'une Submariner ou de Marpiguet, parce que vu le nombre de références, c'est juste pas possible. T'es d'accord avec ça, Eric ? Mais carrément, mais éclatez-vous, fouillez, cherchez. il y a trop de choses à découvrir. Allez-y, à fond. Pour participer, les amis, vous faites comme Richie, vous remplissez un formulaire sur www.dailicious.fr, et puis on trouve un moment pour enregistrer, vous savez quoi, soit Duel Time, soit un autre programme de la chaîne, en fonction d'où vous habitez. Et bien évidemment, Eric, quand tu viens sur Paris, tu me fais signe, et on ira discuter montres et d'autres choses. Allez, ciao. Bye.